Hello, hello, je m'appelle Nicolas. Aujourd'hui, j'aimerais revenir à la jeunesse de l'éducation lorsque les peuples de nos ancêtres vivaient en tribu et que les enfants étaient élevés par un groupe d'humains variés. Je vais commencer cette histoire avec la vision du bonheur qui est celle qu'on a actuellement. C'est-à-dire qu'on estime que pour être heureux, il faut un certain revenu, il faut une certaine réussite professionnelle, il faut un papa et une maman, et pour le papa et la maman, il faut un ou plusieurs enfants qu'on garde à la maison, mais le reste du temps, cet enfant va à l'école. Si on n'a pas ça, il y a une certaine pression à suivre ce modèle et du coup, on croit qu'on n'est pas vraiment heureux parce qu'on se compare aux autres. Alors, le problème avec cette vision du bonheur, c'est qu'elle se base sur une vérité de l'histoire qui est fausse. C'est-à-dire qu'on divise l'histoire en différentes parties, la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen Âge, etc. Et on nous a éduqués, on nous a enseigné depuis notre jeune âge que la vie était ainsi. Il se trouve que malheureusement, cette vision de la vie est complètement fausse parce que les humains, en fait, pendant la plupart du temps, ils étaient chasseurs-cueilleurs, ils étaient nomades, ils vivaient en tribu. Les tribus, c'est pas juste papa-maman, c'est papa-maman et plein de gens autour qui soutiennent les parents et qui accompagnent l'enfant dans son éducation. On appelle ça la coparentalité et les personnes autour, hein, les oncles, les tantes, les amis, etc. On appelle ça les alloparents. Allo pour dire qu'ils sont en soutien aux parents et pour l'enfant, tous ceux qui peuvent l'aider à répondre à ses besoins, ben, ils sont bienvenus en fait. Pourquoi on s'est écarté de ça? Il y a plein de raisons, hein, notamment la sédentarité et l'individualisme, je crois. Il y a un phénomène qui est assez intéressant, c'est que du coup, on se sent complètement coupé de la nature, hein. Il y a des siècles et des siècles d'endoctrinement dans nos sociétés qui font croire que nous sommes supérieurs à la nature et bien qu'on ait envie de remettre en question cette vision de la vie, c'est extrêmement difficile. Parce qu'en plus, souvent, ben, les hommes blancs qui profitent de cela, ils ont du mal à se remettre en question. Donc dans Ego, vraiment, il y a cet homme en haut, souvent c'est un homme blanc, il se croit supérieur à la femme et à tout le reste. Et puis dans la vision éco, c'est la vision qu'avaient ces premiers peuples qui existent encore un peu sur cette planète, mais de moins en moins. Bah, ils se sentaient faire partie d'un tout. Et dans ce tout, euh, les humains, bah, ils avaient leur place, hein, autant que les fourmis, les feuilles d'arbres. Et les adultes, ben, faisaient ce qu'il y avait à faire pour que la survie du groupe puisse être le plus sereine et harmonieuse possible, hein. Donc ils travaillaient, hein, pour moudre le manioc, pour aller chasser, pour aller pêcher, euh, pour enseigner aux enfants comment reconnaître telle plante. Et les enfants, dans ce monde-là, ben, ils passent beaucoup de temps à jouer, vous vous en doutez. Mais alors pourquoi les enfants jouent? Il se trouve que nous, les humains, nous sommes des mammifères. Et puis, quand on observe les mammifères, au jeune âge, que ce soit les chats, les zèbres, les lions ou les singes, ben, vous voyez qu'ils jouent, qu'ils s'amusent. Et puis, chez les enfants humains, c'est pareil. Si on laisse les enfants seuls, on verra qu'ils vont inventer des jeux, à condition, bien sûr, d'avoir les ressources, l'espace, le temps et les copains pour le faire. En fait, les enfants jouent pour s'entraîner à devenir des adultes. Et pour cela, bah forcément, le modèle d'adulte, c'est les gens qu'ils voient autour d'eux. Les enfants qui ont autour d'eux des gens qui vont à la chasse, eh bien, ils s'entraînent à chasser. Les enfants qui ont autour d'eux des adultes qui vont pêcher, ils vont s'entraîner à pêcher. Les petites filles qui voient leur maman prendre soin d'un bébé auront spontanément, et c'est une sorte d'instinct, hein, envie de prendre soin d'un bébé. Et du coup, on peut leur donner des fausses poupées, mais en vrai, les petites filles, dans beaucoup de tribus, bah, ça leur arrive hein, de donner un coup de main pour prendre soin des nourrissons. Et si autour de toi, tu vois des gens qui sont sur un téléphone, tu te dis, ah là là, ça, le téléphone, c'est important. Donc il faut que je me prépare à ça. Donc les enfants ont spontanément envie, comme un instinct, d'utiliser des téléphones. Ils ont envie de faire comme nous. Ils ont envie de nous ressembler, en fait, ce qui est tout à fait normal. À travers leur jeu, les enfants développent des tas de choses. La sociabilité, ils apprennent à affirmer leur choix, la liberté, la curiosité, le désir de grandir et de se projeter. Parfois, on peut croire que les jeux vidéo, ça va à l'encontre de tout ça, mais c'est faux. Il y a certains jeux vidéo qui permettent hein, de renforcer et d'apprendre la sociabilité, comme la liberté, comme le fait de se projeter.
Comme le fait de grandir, je pense par exemple aux enfants de 8 ans qui veulent jouer à GTA 5, c'est un exemple d'il y a quelques années, mais à travers ça, on voit l'enfant, il a envie de grandir, il a envie de jouer à des jeux de grands. Faut-il l'en empêcher? Pas forcément non, mais pas forcément oui. C'est des questions au cas par cas. En tout cas, à travers ces jeux, l'enfant, il veut vraiment apprendre des choses et il faut des fois se souvenir de ça parce qu'il y a plein de fois où on est OK de laisser l'enfant jouer, mais il y a plein de fois où je trouve que l'enfant, il n'a pas le droit de jouer, il n'a pas le temps de jouer et aujourd'hui, c'est un véritable problème parce qu'on croit que pour apprendre, il faut être assis et écouter une leçon théorique. Il se trouve que dans les peuples premiers, donc c'est-à-dire la plupart des peuples sur la planète, une leçon orale théorique, ça n'a aucun sens et jamais ces gens-là ne feraient un cours pour enseigner quelque chose à un enfant. Ils apprennent en faisant. Et une partie de mon discours vient des observations d'une femme qui est allée en Amérique du Sud, au sud du Venezuela, avec une tribu qui vivait comme à l'âge de pierre. Cette femme, Yann Lidloff, était une américaine tout à fait normale. Et puis, elle a pris conscience dans son livre qu'elle a écrit, le concept du continuum, qu'il y a quelque chose de fondamental dans leur société que nous n'avons pas. C'est que les bébés sont portés et que les parents respectent de manière non négociable les besoins de l'enfant. Et l'enfant de bas âge a besoin d'être porté et de sentir la chaleur de sa mère, parfois d'un adulte qui la soutient, mais surtout de sa mère. Dans certaines tribus, on raconte que l'enfant, jusqu'à ses 2 ans, il ne touche pas terre. Et jusqu'à 2 ans, tous ses besoins sont répondus. C'est-à-dire qu'on ne va jamais imaginer que, pour une raison X ou Y, on laisserait un enfant pleurer. Pour eux, ça n'a aucun sens. C'est tout à fait inhumain. Il se trouve que quand on ne répond pas aux besoins de l'enfant développe un attachement qui n'est pas sécure. Et c'est vraiment ce qu'on veut, que l'enfant il soit bien dans ses baskets. Le problème dans nos sociétés, c'est que nous-mêmes, nous n'avons pas reçu cet attachement sécure et du coup, nous-mêmes, nous sommes préoccupés ou détachés ou craintifs, attachement anxieux, et ce genre de problème se transmet de génération en génération. Si je dis ça, c'est pour juger et critiquer personne, on fait chacun de notre mieux, mais je trouve que c'est important de le savoir. En fait, dans le modèle de ces parents qui suivent en fait cette continuité dans les besoins de l'être humain, il y a quelque chose, il y a plusieurs paramètres fantastiques, c'est que ils sont vraiment dans l'entraide et dans la coopération au quotidien et ils forment les enfants à la coopération. Nous, aujourd'hui, dans notre société, nous sommes dans un paradigme complètement inverse. Ils racontaient beaucoup d'histoires, il y avait une mythologie et une culture vivante. Les adultes savaient contrôler leurs émotions. D'abord et avant tout, pour montrer un exemple aux enfants. Parce qu'on sait que les enfants ne gèrent pas leurs émotions et c'est OK. Ce sont des enfants. Mais les adultes sont des exemples. Et du coup, ils éduquent avec confiance et patience. Ils donnent très peu de consignes. Souvent, les enfants ont des émotions, les enfants se déconcentrent parce qu'ils reçoivent une somme de consignes beaucoup trop importante. Un exercice qui a été donné dans un de ces livres, que je citerai enfin, c'est en 1 heure, essayez de vous retenir, de donner des consignes. Essayez d'en donner 3 en 1 heure. Et ça force à se questionner. Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de dire à mon enfant pour qu'il soit bien, pour que ça se passe bien pendant 1 heure? Il se trouve que nous, donc du coup, comme je vous l'ai dit, on n'est pas dans un paradigme de société et de modèle éducatif qui permettent tout ça, bien que beaucoup de personnes luttent pour y revenir. Mais il faut se rappeler que aux 4 coins du monde, c'est comme ça que se passe la vie. Et que nous, les Blancs, les Occidentaux, nous sommes un peuple atypique en cela, c'est-à-dire que pour nous, c'est normal de ne pas répondre aux besoins de l'enfant. Donc, il faut comprendre pourquoi c'est comme ça. Il se trouve que il y a 500 ans, quand Christophe Colomb découvrait l'Amérique, eh bien, les peuples colonisateurs, c'était juste un petit pays. Et puis, 500 ans plus tard, en 1914, les peuples colonisateurs, ils étaient presque partout sur la planète. Imaginez-vous ce qui s'est passé. À l'époque, c'est des gens qui étaient habillés comme ça. Tu vois, tout était propre, tout était bien stable. Les enfants, vraiment, ils étaient dressés à suivre des dogmes où il faut être très propre, très sage, etc. Donc, eux, ils sont arrivés, ils ont découvert ces peuples qu'ils ont appelés les sauvages, qu'ils ont dit que c'était des sous-hommes, et parce qu'ils étaient noirs, parce qu'ils vivaient comme à l'âge de pierre, entre guillemets, eh bien, se sont sentis supérieurs à eux. Et puis, nous héritons quand même de ce bagage qui est patriarcal, colonialiste,
et j'en passe, hein. Alors que ces gens, en fait, ils vivaient juste en accord avec la nature. Et ça, c'est important de le savoir. Et dans la nature, qu'est-ce qu'il y a? Nous croyons qu'il y a la loi du plus fort, la brutalité, mais pas du tout. Dans la nature, il y a de la chasse, oui, mais il y a aussi beaucoup de cueillettes. Ils ramassaient beaucoup de tubercules. Il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de coopération, d'échanges, et il y a beaucoup de culture. Ce qui fait que, en fait, lorsqu'on regarde l'indice éducatif du monde, les peuples qui sont les moins éduqués, hein, vous voyez, hein, ceux qui sont en jaune clair ou même en gris, en fait, c'est des peuples qui vivaient exactement comme ça, vraiment en harmonie avec la nature. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on estime avec notre regard de blanc être un peuple éduqué, c'est souvent des gens qui sont déconnectés de leur nature et du coup, qui reçoivent une éducation un peu forcée, où il faut forcer l'enfant à être propre, il faut forcer l'enfant à arrêter de pleurer, il faut forcer l'enfant à apprendre à lire même s'il n'est pas prêt, etc. Et tout ça, c'est des commandements et des règles de vie qui ont été dictées depuis plusieurs siècles par des hommes blancs et qui en viennent même à dire comment les femmes devraient accoucher, alors qu'un homme dise à une femme comment elle devrait cacher, comment elle devrait accoucher, comment elle devrait prendre soin de son bébé, et que la femme, comme elle valide l'homme blanc, elle en vient à refuser ses propres instincts. Et bien ça, c'est un drame assez incroyable quand on y pense, et moi j'encourage toutes les femmes à écouter leur instinct. Hein, il faut se rappeler que nous vraiment, tous ces dogmes éducatifs là, c'est rien, hein, même, Maria Montessori, c'est rien, hein, dans toute cette évolution de l'homme, et ça s'est passé vraiment sur une partie du monde, microscopique, hein, quand tu penses à l'étendue de la planète. En fait, ce qui se passait ailleurs, c'était comme ça. Il y avait différentes espèces animales, végétales, minérales, tout le monde vivait ensemble, et c'était pas, joyeux tous les jours, hein, bien sûr, hein. Il y avait, la peur des catastrophes naturelles, on n'était pas protégés contre tout, on avait beaucoup moins de confort. Mais ces humains, ils étaient tellement bien dans leur peau, on dit que c'était des véritables yogis et surtout ils se sentaient en symbiose avec leur environnement. Ces peuples, comme je le disais, ils étaient chasseurs-cueilleurs, ils étaient en mouvement, ils étaient en déplacement, ils étaient actifs et puis ils vivaient au jour le jour. Ensuite est venue l'agriculture, et on a eu vraiment besoin de se planifier. Et regardez bien, dans l'agriculture, la partie jaune, c'est tout petit, hein. Et cette ère technologique qu'on vit actuellement, elle est encore plus petite. En fait, cette idée, elle dit que c'est pas parce qu'aujourd'hui, on vit dans une ère technologique que on peut refuser un héritage qui s'est ancré dans nos gènes, dans notre neurologie pendant des centaines de milliers d'années. Que du coup, les besoins du bébé et de l'enfant, ils ont été forgés par des centaines et des milliers d'années. C'est pas depuis 12 000 ans qu'ils ont changé, c'est toujours les mêmes. Ce qui fait que il y a un film qui montre très bien ça, c'est Les dieux sont tombés sur la tête, où ces gens, tu vois dans le film à quel point ils sont en harmonie avec leur environnement, à quel point ils sont paisibles, à quel point ils rigolent de tout et de rien, et à quel point lorsqu'ils reçoivent une bouteille de verre, il y a des instincts de violence qui arrivent, puisque pour eux, tout est en opulence, tout est en abondance dans la nature, il n'y a rien qui est limité en fait, et d'un seul coup, ils tombent sur une bouteille fabriquée par un processus industriel, et puis cette bouteille, elle est fantastique, parce que le verre, ils connaissent pas, c'est pratique le verre, mais ils en ont qu'une de bouteille, du coup ils se battent pour l'avoir. Dans ces peuples-là, il y a plusieurs choses qui font que la tribu prend soin de l'enfant et que l'enfant, ses besoins sont respectés. C'est des sortes de commandements de l'éducation naturelle que j'aimerais vous dire. Ils sont inspirés par Peter Gray, qui a étudié ces peuples. Donc, règle numéro 1, toujours être du côté de l'enfant. C'est-à-dire, on abandonne l'idée que l'enfant, par nature, il voudrait nous tester, nous détester, nous chercher, nous provoquer. Non, l'enfant, il a juste des besoins et il y répond tel qu'il peut. 2, une communauté stable et aimante, ça veut dire que les adultes autour de moi forment une communauté qui partage les mêmes valeurs, les mêmes cultures, les mêmes traditions ou la même religion. Et ça, pour l'enfant, c'est comme des racines en fait. 3, avoir accès aux outils de sa culture, c'est-à-dire que si les adultes autour de moi utilisent des cannes à pêche, des haches, des couteaux de cuisine, c'est normal pour un enfant d'avoir envie de les utiliser parce que l'enfant, il veut participer à la vie des adultes. Il n'a pas envie d'être mis à côté. Il a envie de jouer, il a envie de s'amuser à côté, mais il a aussi envie de contribuer. Et ça, c'est vraiment une vision de la
coopération dans l'éducation qu'on a perdue. 4, un temps illimité pour jouer et surtout, hein, pas avoir besoin de ranger ses jeux à chaque fois. 5, des copains de tous les âges, ce qu'on appelle le multi-âge, ce qui est bénéfique pour les petits parce qu'ils s'inspirent des grands, et des grands parce qu'ils se rappellent quand ils étaient petits, et puis ça leur donne un exemple. Ils apprennent aussi à être pédagogues en étant avec les petits, ce qui fait que quand ils arrivent à l'âge adulte, ils savent déjà ce que c'est que prendre soin des autres et faire preuve de patience. 6, des adultes variés et non jugeants, c'est-à-dire que l'enfant, il s'inspire des adultes autour de lui, de toutes les sortes d'adultes. Puis si ces adultes, ils sont pas jugeants, si ils acceptent l'enfant tel qu'il est, eh ben, ils vont lui transmettre ce qu'ils ont. Chaque adulte a quelque chose à apporter. Je veux dire, aujourd'hui, donc on est dans une époque où il y a des familles monoparentales, c'est-à-dire qu'un adulte doit tout faire, quelque chose qui à l'époque, il y avait 10 personnes. Donc il est normal aussi, il est compréhensible, il est logique que ce soit dur, que ça provoque des souffrances. Donc déjà, on peut arrêter de culpabiliser pour ça et chercher des solutions pour se rassembler. En fait, il faut un village pour élever un enfant, car un enfant a toujours été élevé, chez les humains en tout cas, par tous les membres d'un village. Et les membres apportent quelque chose de différent. Donc, comme je le dis, il y a bien le papa, la maman, mais il y a un membre du village autour, ça peut être l'oncle, le frère, le grand-père, un ami, un cousin éloigné, des fois ça peut être même un inconnu dans la rue, ça peut être un animateur ou un éducateur comme moi, qui va lui apprendre les mathématiques parce que les parents, ils aiment pas ça, les mathématiques. Ils aiment pas, je sais pas, reconnaître le son des oiseaux, alors ils vont aller voir quelqu'un qui s'y connaît. Les parents, peut-être qu'ils ils sont pas du tout pédagogues, ils aiment pas montrer, ils ont pas la patience pour faire de la cuisine avec les enfants, alors peut-être que l'enfant, il va faire ça avec d'autres gens. Et pareil, peut-être qu'il y aura un adulte qui va raconter des histoires, il y en a qui prendront soin, il y en a qui aura de l'empathie, il y en a avec lesquels il jouera au foot. Et puis, c'est vraiment une vision de la vie où plusieurs adultes prennent soin et soutiennent ce noyau familial et du coup, ce qui laisse du temps libre et de l'espace pour les parents pour pouvoir s'immerger dans leur propre passion, ce qu'ils aiment profondément faire. Moi, j'aime beaucoup parler de l'ikigai et il faut du temps pour se questionner sur ce qu'on aime vraiment faire dans la vie. Et du coup, dans cette vision de la vie, il est très difficile, bien sûr, j'en suis conscient, d'abandonner cette idée que l'éducation, c'est un papa, une maman. Bien sûr, il y a des gens qui vont dire en plus de papa et de maman peuvent très bien faire l'affaire. Moi, je crois aussi qu'une maman et un papa tout seul, ils peuvent faire l'affaire, mais je crois que la vie serait beaucoup plus simple et mon expérience le prouve. Je sais pas, vous avez qu'à vous souvenir, toutes les fois où vous faites des fêtes de famille, où il y a 10, 20, 30, 40, 50 adultes à table, où vous avez loué un chalet et du coup tout le monde mange ensemble et passe l'après-midi, la soirée ensemble et tous les enfants jouent ensemble, tout se passe beaucoup mieux parce qu'il y a toujours un adulte qui aura envie de prendre soin des enfants et puis ça tourne quoi. Alors voilà, donc c'était une vidéo là sur vraiment le phénomène tribu et la coparentalité. Je vous remercie d'avoir regardé. Mes sources et mes inspirations, c'est donc le concept du continuum de Ian Lindelof, Libre pour apprendre de Peter Gray et Chasseur-cueilleur parent de Michaeline Doucliffe. C'est des livres moi qui m'ont beaucoup soutenu dans mon éveil à une autre style d'éducation. Moi, j'appelle ça de l'éducation naturelle. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.